On va passer la parole à Sandra Saïd de l'UMR Territoire Unité Mixte de Recherche qui regroupe plusieurs organismes de recherche sur Clermont-Ferrand et qui va donc nous parler peut-être une troisième composante de ce triptyque, c'est le paiement pour services environnementaux. Et une fois qu'on aura les services écosystémiques, les solutions fondées sur la nature et les paiements pour services environnementaux, vous verrez qu'on a peut-être, on regarde un peu le même objet ou le même, mais sous des regards différents. Bonjour à tous. Je vais vous parler des paiements pour services environnementaux. Alors, donc, on a vu que la nature elle a besoin d'un coup de pouce de l'homme pour l'aider à se régénérer, etc. Et l'homme, lui, il a besoin d'incitation pour faire, pour changer ses pratiques, pour prendre soin de l'environnement. Donc, d'où l'intérêt de parler des paiements pour services environnementaux. Hop. Alors, donc, les services environnementaux, les services écosystémiques, ce sont les différents avantages apportés par la nature à la société. Donc, ce sont des services qui n'ont pas de prix de marché et du coup, il y a une absence de signal prix, d'où le comportement de l'être humain de les utiliser sans limite. Et voilà. Donc, l'homme agit comme si ces services écosystémiques n'ont pas de valeur. Et donc, ça nous fait une surexploitation et une dégradation de plus en plus irréversible de ces écosystèmes. Un dernier rapport tout récent, publié en février 2020 par WWF, qui préconise que le déclin de la nature coûterait à la planète 497 milliards de dollars d'ici jusqu'en 2050. Pour vous donner une idée, c'est le PIB de 4 pays, la France, la Grande-Bretagne, le Brésil et l'Inde. Voilà. Donc, voilà. C'est un concept aussi qui a... la notion des services écosystémiques a été dit au début. Donc, il a apparu avec la publication du Global Biodiversity Assessment en 1995 et le Millennium Ecosystem Assessment en 2003. Donc, c'est un concept qui a été entériné par une publication scientifique de Costanza et al. En 1997, où pareil, ils ont calculé ce que nous coûterait la disparition de la biodiversité. Alors, donc, dans les services écosystémiques, ouais, c'est ça. Donc, tout en bas, on a le service d'appui qui est nécessaire à la production des 3 autres services écosystémiques. Donc, un service d'approvisionnement qui fournit la nourriture, les aliments, etc. Un service de régulation par les cycles de la nature. Et puis un service culturel, notamment par l'esthétique, le spirituel, etc. Donc, ce sont les 4 catégories de services écosystémiques. Alors, on entend parler de services écosystémiques et de services environnementaux. La différence entre les deux, c'est que le service écosystémique, c'est un service rendu par les écosystèmes à la société. Donc, il est rendu par la nature à l'homme, alors que le service environnemental, lui, c'est un service rendu à l'homme, par l'homme, en s'appuyant sur les écosystèmes. Donc, c'est une notion d'externalité positive. Et donc, les services environnementaux, on peut les considérer comme une sous-catégorie des services écosystémiques. Alors, pour lutter contre la dégradation des services écosystémiques et de l'environnement en général, il y a plusieurs instruments politiques. Donc, dans ces instruments politiques, on a l'approche réglementaire, donc c'est tout ce qui est loi, réglementation. L'approche, le marketing environnemental, donc tout ce qui est écolabel, certification. Donc là, c'est le consommateur qui valorise cet apport environnemental.
l'approche éco-conditionnelle comme elle existe dans le premier pilier de la PAC, l'approche volontaire par la sensibilisation, le conseil, la formation, etc. Après, il y a l'approche par le marché, donc c'est le principe pollueur-payeur. L'approche par le marché, là-dedans, on met les droits à polluer, l'éco-fiscalité, la taxe, donc les quotas, etc. Et ça a pris beaucoup de place en France, notamment par rapport aux études scientifiques, etc. Et puis, enfin, le paiement direct. Donc, le paiement direct, c'est une approche qui privilégie le principe bénéficiaire-payeur. Donc, comme par exemple les mesures agri-environnementales, qui sont une sous-catégorie des paiements pour services environnementaux. Alors, le principe pollueur-payeur, donc on est bien sûr, hein, quand on pollue, on est puni. Mais bon, on est puni, on paye une taxe, ça ne résout pas le problème de la pollution. Et puis, plus on est riche, plus on pollue, et on paye, on peut payer. Donc, voilà, ça c'est le problème. Alors que dans les paiements directs, on va valoriser l'apport de celui qui va rendre ce service. Et donc, on va valoriser cet apport. Et puis, il y a aussi une forme de reconnaissance de la société également. D'accord ? Donc, c'est comme une récompense parce qu'on a préservé l'environnement. Et des fois, dans certaines situations, je ne dis pas tout le temps, c'est plus efficace que le principe pollueur-payeur. Alors, qu'est-ce qu'un paiement pour service environnemental ? Donc, c'est un paiement qui est basé sur 5 notions. Donc, d'abord, c'est une transaction volontaire dans laquelle qui met en lien un utilisateur du service. Donc, et un fournisseur de service. Donc, l'utilisateur du service, c'est celui qui paye, et le fournisseur du service, c'est celui qui va rendre le service environnemental. Ce lien est conditionné par des règles qui sont convenues avec les deux parties pour bien gérer la ressource naturelle. Et bien sûr, l'objectif, c'est de générer des services externes. Alors, un paiement pour quel service ? Donc, il y a 4 catégories de services environnementaux. Donc, le service hydrologie, qui permet d'améliorer la qualité et la quantité de l'eau dans un bassin versant. Je prends l'exemple de la ville de New York, qui a majoré sa taxe sur la consommation d'eau de 9%. Et l'argent collecté sert à la préservation du bassin hydrologique de la ville. Un service biodiversité pour protéger la qualité et la quantité de la biodiversité en modifiant l'utilisation de la terre. Le service carbone qui favorise des pratiques de séquestration de carbone en améliorant la conservation du couvert forestier. Je prends l'exemple en Bolivie, des industriels pharmaceutiques ont rémunéré des collecteurs de caoutchouc pour bien gérer la ressource forestière. Et enfin, le service paysage, donc des activités qui améliorent, des actions plutôt qui améliorent la valeur du paysage en construisant un observatoire touristique, par exemple. Donc, ici, c'est la structure d'un mécanisme paiement pour service environnemental. Donc, il y a les deux parties. Il y a l'utilisateur qui peut être local, national, international. Il n'y a pas de contrainte. Le fournisseur qui peut être individuel, une association, une coopérative. Alors, l'utilisateur, lui, il a un consentement à payer. Donc, puisque c'est lui qui va donner l'argent. Son consentement, donc cet argent-là qui va rémunérer le fournisseur peut venir de différentes sources, donc soit une subvention publique, des dons, des droits d'utilisation, des taxes, etc. Ce consentement à payer doit être équivalent au consentement à recevoir du fournisseur, c'est-à-dire
le fournisseur doit accepter, doit accepter cet argent, à la hauteur de ses attentes. Et donc cet argent-là va permettre la mise en place des différentes actions. Mais aussi, il ne faut pas oublier que dans cette transaction-là, il pourrait y avoir des coûts de transaction. C'est qui va gérer les paiements, qui va mettre en place les outils, les techniques, les connaissances techniques, pardon. Comment calculer la valeur du service environnemental, c'est pas quelque chose d'évident. La consultation, la surveillance, la gestion, tout ça, donc ce sont des coûts de transaction auxquels il faudrait penser si elles ne sont pas gérées par le fournisseur. Donc voilà. Ensuite, donc, dans certains pays, alors peut-être moins dans les pays développés, mais dans les pays en développement, cette transaction, ce paiement-là, il donne aussi des avantages socio-économiques parce que ça va à ramener des revenus additionnels, soit à une tribu, soit à un village, etc. Donc améliorer la qualité de la vie, des avantages non financiers comme la construction de routes ou d'écoles. C'est dans le cas de rémunération en nature, pas en monnaie. La compensation d'un manque à gagner, comme un peu le principe des MAE. Voilà. Et donc, une fois que le service... donc, tout ça va permettre de mettre en place le service environnemental avec les différents gains environnementaux qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Donc, ça résume un peu le schéma, la structure du mécanisme PSE. Alors... il y a 4 types de paiements pour services environnementaux. Donc, on a ici d'abord des instruments non économiques. En gros, les instruments que je vous ai cités tout à l'heure se dispatchent en plusieurs catégories. Donc, la catégorie des instruments non économiques, donc c'est tout ce qui est réglementation, loi, etc. Après, il y a les instruments économiques, et dans les instruments économiques, on peut avoir des producteurs contraints. Donc, dans les producteurs contraints, c'est quand on est pollueur-payeur. Donc, ça veut dire, là, on a pollué, il y a une taxe, il y a une écotaxe, il y a des quotas à respecter, etc. Et sinon, des producteurs volontaires et qui sont rémunérés dans ce cas. Donc là, on passe à la catégorie des PSE en général. Donc, dans ce cas, quand on a un producteur qui voudrait mettre en place un service environnemental, face à lui, il y a deux types de payeurs. Donc, il y a le payeur contraint, qui est obligé de payer. Dans ce cas, un peu dans tout ce qui est les labellisations, si vous achetez le produit, vous payez un peu plus cher que le même produit qui n'est pas labellisé, par exemple. Vous voyez. Et puis, et sinon, il y a également ça peut être aussi des droits payants entre deux parties. Donc, ça peut être bilatéral ou plutôt quelque chose de collectif. Et sinon, une autre manière de faire, c'est un producteur volontaire, mais en face des payeurs volontaires. Dans ce cas, ça peut être des contributions volontaires à travers des dons, par exemple, ou alors carrément des accords bilatéraux entre un organisme, un individu, un groupe, etc. Donc voilà. Et là, on est dans des PSE contractuels. Voilà. Donc ça, les 4 rectangles sont les 4 catégories de PSE. Alors, quelles sont les parties prenantes, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, ce sont des contrats. Donc, il y a différents types de contrats, si vous voulez, de parties prenantes. Un contrat entre la puissance publique et un propriétaire privé de terrain, agricole ou de forêt. Un contrat entre des acteurs privés réglementés par la puissance publique et des propriétaires privés. Un contrat entre des acteurs privés non réglementés. Ou alors, enfin, un contrat entre un fournisseur de services et une structure publique ou privée. C'est encore plus large. Donc, ça peut être individuel, collectif, une institution. Voilà, ça, il n'y a pas de contrainte là-dessus.
Alors, des paiements pour services environnementaux, pour quel effet? Alors, lorsque vous allez sur le marché, vous achetez un produit, vous savez ce que vous achetez, vous choisissez le meilleur, etc. Mais lorsque vous achetez un service écosystémique, eh bien, vous ne savez pas ce que vous achetez. Par contre, vous allez le découvrir dans le temps en comparant entre la situation sans paiement pour service environnemental et la situation avec paiement pour service environnemental. Donc, donc, ça veut dire que vous êtes en attente d'un effet additionnel, sauf que l'effet additionnel, ça veut dire que la mise en place d'un PSE va engendrer un gain environnemental supplémentaire. Oui, mais ce n'est pas le cas partout, parce que quand je vais planter des arbres, je sais combien de carbone je vais capter en plus. Mais si je lutte contre la déforestation, et c'est-à-dire je lutte contre la déforestation, mais je ne sais pas combien je vais gagner, de combien j'ai amélioré la situation, parce qu'on ne sait pas si ça va se dégrader ou pas. Donc il y a cet effet additionnalité. Est-ce qu'il est toujours présent ou pas? Après, il y a l'effet fuite aussi, c'est que lorsque vous protégez dans un espace, ça va encourager à surexploiter dans un autre endroit. Donc finalement, il y a eu peut-être plus de captation de carbone, mais ils se sont tous rués sur la forêt d'à côté, et puis voilà, donc ça fait l'effet inverse. Il y a aussi la question de l'effet durabilité. C'est un peu aussi la question qui se pose avec les mesures agri-environnementales. Hein. Donc si le dispositif, on paye maintenant, pour combien de temps? Et si on arrête le paiement, est-ce qu'ils vont arrêter de faire? Voilà, donc ce sont des questions qu'il faudrait prendre en considération, et notamment peut-être la pérennité du financement aussi, s'ils ne font que s'ils sont payés. Et donc, d'où l'intérêt d'établir un scénario de référence, votre scénario de départ, pour évaluer tous ces effets et savoir dans quelle direction vous allez, en fait. Alors, dans le scénario de référence, il y en a 3. Donc, celui-là, c'est la situation. Donc, la ligne rouge, c'est le stock de carbone. Voilà. Et on voit qu'il est stable ici. Et on met en place un paiement pour service environnemental, donc une contractualisation, et ça va améliorer le stock de carbone. Ici, le stock de carbone, il est plutôt dégradé. Donc, on met en place un paiement pour service environnemental et on voit l'effet additionnel. Et enfin, on est dans une situation où tout va pour le mieux. Le stock, il est plutôt en bon état, et pourtant, on met en place un PSE et on s'attend à cet effet additionnel. Voilà, donc ça, c'est l'importance du scénario de référence. Donc, un PSE, est-ce qu'il est pertinent? Non, comment, etc. Donc, le fait de le mettre en place, il faut qu'il soit pertinent. Mais qu'est-ce que c'est qu'un PSE pertinent? Est-ce que la menace observée est un indicateur pertinent pour un PSE, pour mettre en place un PSE? Est-ce qu'il faut qu'on voit la dégradation pour le faire? Ou alors, on peut mettre en place un PSE alors que le service environnemental n'est pas du tout dégradé, mais c'est en prévention. Peut-être que ça coûterait aussi moins cher. Donc, en fait, la forte menace sur le service environnemental n'est pas forcément un indicateur pertinent pour appliquer le PSE. Donc, il faut considérer aussi la situation où il n'y a pas de menace. Donc, enfin, aussi, la pertinence d'un PSE dépend de plusieurs critères, comme d'abord l'acceptabilité sociale, le coût d'opportunité du service. Vous mettez en place un PSE, vous engagez des fonds pour faire ce PSE. Entre-temps, vous avez lâché quelque chose que vous ne faites pas. Donc, qu'est-ce que vous perdez, en fait, en faisant ce PSE? Les coûts de transaction, tout ce qui est les coûts de gestion, les coûts de conception, de contrôle, les coûts administratifs, etc. Donc, voilà.
Ce sont des points à considérer lorsqu'on met en place un PSE. Alors, pour le mécanisme de paiement, donc il y a deux manières, deux logiques, on va dire, de paiement. Donc, la logique de moyens et la logique de résultat que vous connaissez. Hein. Donc, le moyen, c'est qu'on se base sur un manque à gagner, un coût additionnel lorsqu'on met en place ou on adopte de nouvelles pratiques. La logique de résultat, c'est quand on se base sur l'amélioration, plus d'espèces qu'on voit, etc. Donc là, pareil, hein, il faut que ça soit quantifiable si on va vers la logique de résultat. La diminution ou l'arrêt d'une activité d'exploitation forestière implique un manque à gagner au niveau de toute la chaîne. C'est pas celui uniquement qui récolte le bois, mais c'est aussi celui qui l'utilise pour fabriquer et qui va le vendre. Donc c'est toute la chaîne. Si vous faites des restrictions au début de chaîne, c'est toute la chaîne qui va avoir ce manque. Donc, est-ce qu'il faudrait distribuer verticalement le coût d'opportunité dans ce cas? On rémunère qui? C'est qui va être rémunéré? Le collecteur, celui qui ramasse le bois ou celui qui est en bout de chaîne? On donne un peu à chacun. Voilà, donc ça, c'est par rapport au paiement. Après, on peut payer en cash ou en nature. Donc, en cash, voilà, c'est une transaction monétaire. En nature, par exemple, en Bolivie, des villageois contre la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement, on les a rémunérés en formation pour être apiculteurs et on leur a donné tous les moyens pour mettre en place des ruches et vivre de ça, en fait, et augmenter le revenu de ça. On peut aussi se poser la question d'un paiement fixe, dégressif ou progressif, c'est-à-dire est-ce qu'on donne la même chose chaque mois sur une durée de 5 ans, un peu comme les MAE, ou alors est-ce qu'on donne la même chose à tout le monde, ou est-ce qu'il faut récompenser plus ce qui apporte plus de gains environnementaux. Paiement dégressif, on donne beaucoup au début. C'est peut-être justifié par des coûts d'investissement, de mise en place, de la pratique, etc. Et un paiement à la fin progressif, où peut-être on voit avec l'amélioration de la qualité de l'environnement, par exemple. Le paiement égalitaire ou différencié, c'est ce que je dis, on donne la même chose ou on différencie. Et donc, d'où l'intérêt de faire des expérimentations pour étudier le choix du paiement. Donc, c'est des choses qui se font en économie expérimentale avec des méthodes bien connues des chercheurs. Et il ne s'agit pas d'enquête, hein, c'est vraiment mettre les individus en situation, comme, entre guillemets, des cobayes, et on met un scénario et on voit comment ils réagissent. Voilà. Et il y a des rémunérations pour ces expérimentations. Donc ça rend le choix des individus encore plus rationnel, normalement. Donc, et ça, c'est un outil qui a eu un prix Nobel pour l'économie expérimentale dans les années début 2000, je crois, 2003, ou par là. Du coup, je voulais vous parler de l'évaluation, mais je crois qu'il me semble avoir vu une présentation sur l'évaluation économique. Donc ça, je passe. Et donc, voilà. Donc, il y a des limites au paiement pour services environnementaux. Donc, dans les limites, il y a l'inefficience sociale. Est-ce qu'on gagne pour la société est plus élevé que ce qu'on a payé, en fait, pour mettre en place? L'inefficience environnementale, le programme génère moins de services environnementaux par euro dépensé par rapport à un scénario sans PSE. Voilà. L'effet fuite, le fait les activités destructrices vont changer de place. L'effet prix, en fait, le fait de conserver des forêts, ça va augmenter le prix du marché du bois, peut-être. Donc, voilà. Et enfin, l'effet engouement, lorsque le nombre de fournisseurs dépasse largement le financement disponible. Dans ce cas, il faudrait peut-être sélectionner
le fournisseur, et pour ça il y a des mécanismes d'enchères comme c'est des espèces d'appels d'offres, d'accord. Il y en a pas beaucoup en France, il y en a beaucoup en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais il y a quelques expériences qui se sont faites en France, notamment des appels d'offres pour mettre en place des pratiques respectueuses de l'environnement. Et enfin, les clés de succès. Donc, il faudrait étudier la pertinence écologique du projet, donc en s'appuyant sur un scénario de référence, garantir la pérennité du paiement et du service à la fois, donc tout ce qui est aussi droit de propriété, il faut être sûr, etc. Identifier les sites prioritaires et différencier peut-être les niveaux de paiement selon le gain, selon la menace. Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels, minimiser les coûts de transaction et d'administration, dans ce cas peut-être laisser gérer le collectif, même si c'est un déplacement des coûts de transaction, et enfin évaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites. Voilà, je vous remercie pour votre attention.